Bien, bonjour à tous, bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Aujourd'hui, nous recevons Kenza Hood de chez Novaxia, qui est responsable grand compte. Bonjour Kenza. Bonjour, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir et ça nous fait plaisir de vous revoir parce qu'on vous a déjà vu et on va parler du même produit, et de faire un point aussi sur les produits qu'on commercialise. Ça va être un peu le but de 2023 pour Bourse Direct, pour vous donner envie toujours de nous faire confiance. Alors donc, je suis Nicolas Bazinet, le directeur du développement du pôle épargne de chez Bourse Direct. Et je vais faire un petit point réglementaire pour vous dire que Bourse Direct et PSI, et donc conservateur et teneur de compte pour vos comptes PEA et comptes PEA-PME, compte titre ordinaire. Bourse Direct est courtier en opération d'assurance qui nous permet de commercialiser des contrats d'assurance vie, dont deux dédiés, Bourse Direct Vie et Bourse Direct Horizon de chez Apicil et de chez Generali. Et c'est dans ce cadre-là que le produit Novaxia R va être éligible. Et l'autre produit Novaxia One aussi, parce que je l'aime beaucoup, qui est éligible dans les comptes PEA, comptes titres et PEA-PME. Nous sommes conseillers d'investissement, donc qui nous permet de vous donner du conseil sur toute cette approche d'allocation d'actifs et de présenter des produits. Nous allons aborder les points généraux du produit, mais chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle. Et bien au-delà de la présentation d'un produit, euh, qui va tenir compte des caractéristiques et des avantages et des inconvénients, ce webinaire a un caractère promotionnel pour vous présenter des produits afin de souscrire par notre intermédiaire chez Bourse Direct. Il faut toujours se référer au statut, aux procédures, au prospectus, au DIC avant de prendre une décision finale pour l'investisseur. Et tous ces documents sont toujours disponibles sur notre site internet. Nous vous rappelons évidemment que les performances passées ne préjugent rien des performances futures. Et pour finir, nous allons faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu exact, clair et non trompeur. Donc, bonjour Kenza. On va, on va parler d'un produit qui est éligible, comme j'ai dit tout à l'heure, on le voit sur l'écran, qui est éligible à l'assurance vie et les PER. Et je rappelle qu'il y a son petit frère qui est Novaxia One, qui est éligible sur les comptes titres. Et donc, ce sera bien de faire aussi le parallèle PEA, avec le Novaxia One sur certaines fiches, qu'il y a des différences. Mais bien l'année sûr. dernière, on avait eu pas mal de souscriptions quand même sur Novaxia One. Voilà, donc c'est pas une SCPI, et on va vous expliquer ce montage. Et à la fin aussi, ou quand tu veux, de parler un petit peu de tout ce qui est marché immobilier aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'interrogations de nos clients sur le marché immobilier et pourquoi, et l'inflation aussi, c'est à la mode aussi, et Oui. pourquoi, comment réagit votre produit et comment doit réagir votre produit dans les crises qu'on subit actuellement. Alors, c'est moi qui vais défiler, donc tu vas me dire des tops pour la slide suivante si c'est trop rapide. Super. Parfait, merci beaucoup. Tu fais bien de me faire conclure là-dessus parce que ma conclusion, c'était celle-ci. Donc merci Nicolas, je suis ravie d'être parmi vous en cette fin de journée. Merci pour votre présence. Effectivement, alors moi je suis là parmi vous ce soir pour vous parler effectivement de notre unité de compte Novaxia R qui est éligible au contrat qui vous sont proposés par Bourse Direct, notamment sur l'assurance vie. Et nous avons effectivement le fait de vous présenter Novaxiaire enfin, m'aidera à faire le parallèle avec Novaxia One qui, lui, vous permet de diversifier effectivement vos comptes titres et vos PEA. En fait, là, pour commencer, si vous avez pardon, si vous avez compris la stratégie que je vais vous exposer sur Novaxia R, vous allez tout simplement comprendre Novaxia One, puisque le métier, c'est le même, le savoir-faire, c'est le même.
Notre savoir-faire chez Novaxia, c'est le recyclage urbain. Qu'est-ce qu'on entend par recyclage urbain? Eh bien, c'est le Juste avant, je vais te couper. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. J'interromprai euh, Kenza, ou si la question est opportune avec le moment, ou sinon on reprendra à la fin vos différentes questions pour y répondre. Voilà, je suis à votre avis. Vas-y, fonce. merci Nicolas. Tu peux switcher, s'il te Sûr. plaît? Merci. R Encore? comme avertissement. Voilà. Bon, tu l'as fait pour moi, Nicolas, mais voilà, Novaxia R, pardon, est une unité de compte exclusivement disponible en assurance vie. Donc, effectivement, contrairement à de la SCPI qui serait disponible en direct où on peut acheter des parts de SCPI directement, Novaxia R, vous n'avez pas possibilité de l'acheter en direct, mais vous avez la possibilité de le détenir exclusivement via des contrats d'assurance vie. Le niveau de risque de Novaxia R selon l'AMF, en fait, l'AMF classifie chaque fonds existant sur une échelle de risque qui va de 1 à 7. 1 pour un risque faible et généralement qui est accompagné d'un rendement plus faible, et 7 pour un risque plus élevé mais qui est accompagné généralement d'un rendement potentiellement plus élevé. Novaxia R se situe sur cette échelle de 1 à 7 sur un niveau de 3 sur 7, donc ce qui fait de lui un fonds relativement peu risqué, mais ça reste une unité de compte. Donc Novaxia R ne prévoit pas forcément de protection contre les aléas. Donc voilà, bon, c'est pas joyeux hein, de commencer par les risques, mais on est obligé. Mais notre métier, justement, c'est de parer à ces risques existants sur n'importe quel type de support, qu'il soit immobilier ou autre. Notre métier, voilà, c'est de parer au risque. Donc, si tu peux juste continuer. Merci. Et donc, Novaxia Investissement, on est une société de gestion immobilière dont le savoir-faire, comme je vous le disais en introduction, dont le savoir-faire est le recyclage urbain. Donc, notre métier, on connaît, voilà, on connaît tous le terme de recyclage. On recycle pour la plupart d'entre nous nos déchets, nos smartphones maintenant, notre électroménager, etc. Mais quid de notre parc immobilier existant qui, lui, malheureusement, a été délaissé pendant de nombreuses années. C'est là qu'on intervient. Notre savoir-faire chez Novaxia Investissement, c'est d'aller recycler ce parc immobilier. Ce n'est pas du greenwashing, Céline. Ce n'est pas du greenwashing et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc, c'est recyclage urbain. On utilise notre parc immobilier existant et généralement un parc immobilier existant qui est vide et ou obsolète que l'on va transformer pour aller créer du résidentiel et donc aller créer du logement. Et en fait, c'est une stratégie qui aujourd'hui bénéficie d'un contexte de marché qui est plus que favorable. Hein. Nous, ça fait, pour la petite histoire, on parle du contexte de marché actuel, mais pour la petite histoire, ça fait bien des années que le fondateur de Novaxia Investissement a commencé à faire du recyclage urbain, puisque la création de Novaxia Investissement a été créée il y a plus de 15 ans maintenant. Et la première opération du président fondateur de Novaxia Investissement, du groupe Novaxia, c'était la transformation d'une ancienne tannerie à Strasbourg, dans un quartier qui s'appelle le quartier de la Nouvelle-France, et qui l'a transformé en logement. Donc c'était il y a 15 ans, hein, on parlait même pas encore de recyclage. On commençait à entendre parler, mais moins qu'aujourd'hui avec qui nous est proposé aujourd'hui, que ce soit le recyclage, comme je le disais, des smartphones, de l'électroménager, c'était pas encore aussi répandu il y a quelques années. Et donc, la stratégie de recyclage urbain repose sur un contexte je vous le disais, de marché, finalement, qui fait qu'aujourd'hui, le recyclage urbain, c'est un sujet légitime et c'est un sujet inévitable que ce soit aujourd'hui ou alors dans les années à venir. En fait, c'est plusieurs choses.
La première chose, c'est une pénurie de logements. Une pénurie, et si je la chiffre, si tu peux passer, voilà, merci. Si tu, alors, une pénurie de logements, si je la chiffre, cette pénurie de logements, on est sur un, un déficit de logements de plus d'1 million de logements depuis 2013. Alors, c'est pas un phénomène, j'ai pas le plaisir de vous annoncer que c'est un phénomène qui va s'arranger dans les prochaines années, puisque pas du tout. C'est un phénomène qui fait que s'amplifier de chaque année. On a besoin, pour parer à ce déficit de logement, on devrait construire plus de 100 000 logements neufs chaque année, ce qui est loin d'être le cas, pour rattraper le retard, ce qui est loin d'être le cas, puisque aujourd'hui, et ça, c'est des chiffres qu'on vous a mis pour vous chiffrer un peu la situation, hein, pour vous donner des idées. On était à moins 30% de logements neufs à la vente sur le premier trimestre 2022 versus le premier trimestre 2021. Donc en fait, là où on aurait besoin de logements encore pour aller répondre à cette pénurie de logements qui est majoritairement qui se situe majoritairement dans les grandes métropoles françaises, mais pas que, hein. De plus en plus, aujourd'hui, on est majoritairement, on parle de pénurie de logement, on pense directement à l'Île-de-France, mais c'est un phénomène, cette pénurie de logement, que l'on constate, comme je vous le disais, dans toutes les grandes métropoles, que ce soit ben voilà, l'Île-de-France avec la région parisienne, ça va être Lyon, ça va être Toulouse, ça va être Bordeaux, toutes ces grandes métropoles qui, en fait, euh, on constate ce qu'on appelle des zones tendues, on constate qu'il y a un besoin de logement, il y a une pénurie de logement et il y a de l'autre côté une baisse de l'offre commerciale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moins de logements qui sont construits pour répondre à cette demande. Et si tu peux juste switcher. La deuxième chose, c'est à côté, donc là, dans un premier temps, on a une pénurie de logements et à côté de ça, on a une hausse de stock d'immobilier vacant ces dernières années et c'est un phénomène aussi, bon là c'est pareil, on vous a pris le marché de l'Île-de-France, mais j'ai pas envie de garder pour vous chiffrer, mais en fait j'ai envie de vous dire, c'est un phénomène, je vous le dis, hein, ce phénomène qu'on observe en Île-de-France, on l'observe dans toutes les grandes métropoles. Donc, pour le chiffrer juste en Île-de-France, la hausse de stock d'immobilier vacant, on était à 4,1 millions de logements, de mètres carrés de bureaux vides juste en Île-de-France. Et ça, c'est pas un phénomène pareil, hein, c'est comme le déficit de logement, c'est pas un phénomène qui va aller en s'arrangeant dans les années à venir, du fait de la généralisation du télétravail. Si tu peux, voilà, la généralisation du télétravail, c'est assez déconcertant parce que en fait, je vois pas les slides en grand, donc je switch, je sais plus ce qu'il y a dessus, mais euh, on estime qu'une généralisation du télétravail de un, alors c'est pas moi ni Novaxia qui estime ça, c'est l'IEIF, un institut d'études immobilières qui estime qu'une généralisation du télétravail, aujourd'hui télétravail qui est devenu la norme, hein, aujourd'hui c'est les grèves un peu partout en France, c'est les manifestations, c'est plus forcément trop le Covid, mais du coup j'ai la possibilité, comme beaucoup d'autres personnes et comme beaucoup d'autres professions qui le permettent aussi, permettre de rester en télétravail au lieu d'aller au bureau. Et donc, c'est un phénomène qui s'est généralisé, qui a vocation à se généraliser davantage dans les années à venir. Et ce phénomène va, et a déjà d'ailleurs, mais va avoir un impact. On m'entend mal. Vous m'entendez mieux? Ça va, ça va. Bon. Donc c'est un phénomène, le télétravail, qui va avoir un impact indéniablement sur le bureau, sur la façon dont on va consommer le bureau dans les années à venir. C'est-à-dire que, en fait, je ne suis pas là pour vous dire que c'est la fin du bureau, que on ne va plus avoir besoin de bureau dans les années à venir parce qu'il y a le télétravail, etc. C'est pas le cas. Simplement, aujourd'hui, les entreprises, et on le voit déjà maintenant, les entreprises qui sont à la recherche de bureaux, qui sont demandeuses de bureaux, vont plutôt
vouloir ou se positionner sur des bureaux de dernière génération. Euh, donc sur des bureaux qui donnent la possibilité aux salariés de faire du flex office, qui donnent la possibilité aux salariés d'avoir aussi des espaces collaboratifs un peu plus importants, etc. Enfin, qui vont permettre finalement aux salariés de se retrouver au bureau quand ils ne sont pas au télétravail et donc d'être encore plus attractifs que peuvent l'être d'autres entreprises. Donc tout l'enjeu du bureau aujourd'hui, c'est celui-ci. Et c'est pour ça que on estime que la généralisation du télétravail de 1 à 2 jours par semaine, vous voyez, c'est même pas toute la semaine, hein, c'est 1 à 2 jours par semaine, ramènerait le chiffre que je vous ai évoqué tout à l'heure de 4 millions de mètres carrés de bureaux vides à 3 à 6 on y ajouterait 3 à 6 millions de bureaux vides supplémentaires d'ici à 10 ans. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais et ça, juste dans la métropole du Grand Paris, donc en Île-de-France, juste une généralisation, voilà, le fait de faire du télétravail va entraîner une hausse de la vacance des bureaux. Et la dernière chose, c'est que la dernière, on dit souvent, c'est un alignement de planètes, hein. La troisième planète, c'est celle-ci. Je ne sais pas si tu peux passer à la suivante, Nicolas. Ah, voilà. On a, si je résume, on a d'une part une pénurie de logements, c'est 1 million de logements qui sont manquants depuis 2013. On a d'autre part 4 millions de mètres carrés de bureaux vides, et ça juste en Île-de-France, je vous disais, le phénomène, c'est le même dans les grandes métropoles françaises, qui tend à devenir, qui tend à y avoir 3 à 6 millions de mètres carrés de bureaux vides supplémentaires d'ici à 10 ans. Et à côté de ça, on a une réglementation aussi qui évolue et des obligations qui accentuent l'obsolescence des bureaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est deux choses. La première chose, c'est la loi climat et résilience. La loi climat et résilience, elle dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre en location, et vous êtes très certainement peut-être que certains d'entre vous sont concernés par cette loi climat et résilience, mais que d'ici, qu'on ne pourra plus mettre en vente ou en location les logements qui sont en catégorie en DPE, F et G. Vous savez, à chaque fois qu'on veut vendre sa maison ou la mettre en location, maintenant, il y a toutes les normes énergétiques qui sont imposées. Et donc, on va classifier votre logement sur une échelle. C'est comme l'échelle de l'AMF, hein, finalement, mais de A à G. Et G pour un logement qui émet beaucoup, enfin, qui présente beaucoup d'émissions carbone. Donc aujourd'hui, la loi climat et résilience dit qu'on ne peut plus mettre en location ou en vente les catégories de logements qui sont en F et G. Deuxième chose que dit la loi climat et résilience, elle dit que à horizon 2030, pour répondre à la pénurie de logements, on ne pourra plus, on devra diviser par deux l'artificialisation des sols et 2050 stopper complètement l'artificialisation des sols. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, stopper l'artificialisation des sols? Ça veut dire que d'ici à horizon 2050, on ne pourra plus construire sur des terres vertes, sur des terres qui ne sont pas déjà artificialisées, bétonisées, pour créer du logement et pour répondre à la pénurie de logement. Donc, vous voyez, en fait, ça veut dire que concrètement, ce qui est aujourd'hui une obligation d'utiliser notre parc immobilier obsolète devient une obligation avec la réglementation qui évolue. Donc ça, c'est le contexte. Une fois que j'ai posé le contexte de marché, qui est essentiel pour comprendre comment on évolue et pourquoi est-ce que dans les années à venir, notre métier, notre savoir-faire est nécessaire. Et donc aujourd'hui, on anticipe plutôt que de subir finalement la réglementation qui évolue et les contraintes qui sont liées à cette réglementation. Je ne sais pas si comme le disait Nicolas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cours de route. Alors, comment... Je crois que tu es très clair sur le départ. Bon, Donc maintenant, comment tirer de la performance là-dedans? Comment acheter? c'est ça.
Exactement. Maintenant, comment on va créer de la performance et surtout comment on va se positionner, où est-ce qu'on investit, comment on investit, etc. Alors, une carte qui est intéressante à vous montrer, et c'est la suivante, c'est celle-ci. En fait, c'est des zones. Et bon, là, c'est pareil, hein, je vous dis, en fait, pour repositionner un peu les choses, historiquement, on investissait beaucoup en Île-de-France, beaucoup Paris, Île-de-France en général, parce que je vous le disais, hein, c'est là où, c'est là où il y a la plus forte concentration de bureaux et notamment de bureaux vides. C'est là où il y a le plus fort besoin de logement. Mais voilà, je le répète vraiment, on a vocation aujourd'hui à aller investir davantage en région et je vous le montrerai d'ailleurs sur les autres cartes. Et donc sur cette carte, c'est assez intéressant de voir que finalement, les zones qui sont en rouge notamment, enfin les zones qui sont en vert ou en rouge, vous voyez qu'il y a la nomenclature juste à côté. Mais en fait, ces zones-là, certaines de ces zones correspondent à des zones où il y a un écart de prix entre le mètre carré de bureau et le mètre carré de logement. Donc en fait, sur certaines zones, je pense à des villes comme Clichy où on est beaucoup investi. Clichy, vous le voyez juste là, dans le nord-ouest parisien. Clichy, typiquement, c'est une ville où il y a un écart de prix entre le logement et le bureau qui fait qu'aujourd'hui, on va aller se positionner à Clichy. Et Clichy, par exemple, vous voyez, on est sur un prix, un écart de prix de vente entre le bureau de première main et le logement collectif neuf. On est sur un niveau et à date, hein, ça c'est à date, hein, on est sur un niveau de prix, un écart de prix entre 1000 et 2000 euros du mètre carré en faveur du bureau. Donc en fait, ça veut dire que concrètement, on achète moins cher du bureau que un mètre carré, moins cher un mètre carré de bureau qu'un mètre carré de logement. Et sur des villes, c'est le même exemple, hein, je peux vous citer des villes comme Saint-Denis qui sont pareil dans le nord de Paris, Aubervilliers, toutes ces villes en fait qui sont aux portes de Paris, qui étaient inexploitées jusqu'à présent et qui aujourd'hui sont des villes qui vont bénéficier de l'attractivité du Grand Paris. Donc, où on a commencé à investir il y a quelques années, on continue aujourd'hui, puisque du coup, les mairies sont familières de notre stratégie et sont en phase aussi avec notre stratégie. Donc, on va investir dans des villes comme ça où il y a beaucoup d'opportunités et où il y a un grand différence, enfin, il y a un écart en tout cas entre le prix du bureau et entre le prix du logement. Et à Clichy, on a investi encore il y a quelques, depuis, on y investissait depuis de nombreuses années maintenant sur d'autres de nos fonds. Et en fait, on achetait encore moins cher que ce qu'on achète aujourd'hui, ce qui nous permet d'aller chercher sur les projets qui sont encore portés dans les fonds, aujourd'hui portés dans les fonds tels que Novaxière, sont des villes qui nous permettent d'aller chercher de la performance concrètement. Si tu peux passer juste après pour que je puisse vous donner un exemple. Voilà, Saint-Ouen, non, celui-là, c'est Aubervilliers, mais bon, c'est pareil. Aubervilliers, dans la zone que je vous ai montrée, pareil, c'était une ville en rouge sur la petite carte que je vous ai montrée. Et donc, on est à Aubervilliers, je vous resitue, on est vraiment situé dans la première couronne parisienne où on a un taux de vacances de bureau qui est de 16% et qui est une ville qui bénéficie, un exemple même de la ville qui a évolué et qui a bénéficié de l'attractivité du Grand Paris. On est sur un prix du mètre carré pour du logement. Sur un prix neuf, on est à 6 000 euros du mètre carré. Et sur cette parcelle, on a acheté une parcelle qui est déjà artificialisée, qui, en attendant le début des travaux, a été mise à disposition à un collectif d'artistes pour qu'ils puissent occuper les lieux gratuitement en attendant le début des travaux, puisque nous, on intervient, et ça, j'en parlerai juste après, mais un de nos engagements en tant qu'entreprise, parce qu'on est entreprise à mission, un de nos engagements, c'est d'agir auprès des acteurs à impact. Donc, c'est d'agir auprès des associations, auprès
des collectifs d'artistes, etc. Puisque quand on achète un actif immobilier, entre le moment où on achète l'actif et entre le moment où on commence réellement les travaux, il s'écoule de quelques semaines à quelques mois le temps d'obtenir les autorisations administratives. Mais comme tout le monde, quand on veut faire des travaux sur sa maison ou sur son appartement ou autre. Et donc, en attendant le début des permis, enfin, en attendant le début des travaux, on a mis cet actif-là à Aubervilliers à disposition à un collectif d'artistes gratuitement. Et je vous disais, en fait, on a le prix du logement aujourd'hui, c'est 6 000 euros du mètre carré, et la parcelle a été acquise, elle, à 2 059 euros du mètre carré. Donc, si on estime, là, on estime le coût des travaux, on les estime aux alentours de 1 700 et 2 000 euros du mètre carré pour faire des travaux assez prime, pour que ce soit des actifs de bonne qualité, de bonne, de bonne fabrication. On prévoit des travaux qui sont assez prime. Et donc, ces anciens locaux de bureaux vont devenir un projet de logement. Et aujourd'hui, donc, c'est un projet mixte qui prévoit plusieurs logements avec des commerces en pied d'immeuble pour dynamiser véritablement le quartier. Je vais vous montrer un exemple plus concret, hein, en rentrant dans le détail du fond. Donc voilà, bon, ça c'est un autre exemple, mais voilà, une fois que vous avez compris celui d'Aubervilliers, vous avez compris cet exemple-là de Saint-Ouen. La logique, c'est la même. On achète, ça c'est l'ancien musée de Pierre Cardin qu'on a acheté à Saint-Ouen, aux portes de Paris. Alors Saint-Ouen, c'est une ville maintenant qui est en forte, qui présente beaucoup d'attrait, puisqu'en fait, on y a installé la ligne 14, le prolongement de la ligne 14 du métro parisien. Et aujourd'hui, donc, qui est très bien desservi. Donc là, on est aux portes, enfin, on est au pied du métro de la ligne 14. On a acheté une parcelle qui était complètement obsolète à 4 500 euros du mètre carré, tandis que le prix du logement neuf est lui de 8 500 euros du mètre carré. Donc, vous voyez, toujours dans la même logique, hein, même en faisant 2 000 euros de travaux du mètre carré, on arrive quand même à être rentable et à aller chercher une marge sur ces projets-là. Mais est-ce que les travaux, c'est la variable et avec la période d'inflation, est-ce que vous avez vu un surcoût sur les travaux? Alors là, on est en train de, ce qu'on constate surtout, c'est qu'on est en train de revenir à des prix raisonnables des matériaux, puisqu'on avait une forte inflation sur les prix des matériaux, une forte hausse des coûts. Là, on revient sur des prix assez normaux. Après, sur l'inflation, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, tous les coûts que nous, on peut avoir, c'est des coûts qui sont répercutés à la vente aussi. Donc, il y a une inflation à notre niveau bien évidemment, on ne va pas le nier. Je ne vais pas me mettre de lunettes roses, même si, ou violettes, puisque Novaxière est violet. Mais en tout cas, l'inflation se répercute à la vente des actifs immobiliers. Voilà. Voilà, je vais poursuivre. Hop, encore. Alors, Novaxia Air, aujourd'hui, c'est un fonds qui a 2 ans et qui fête ses 2 ans en mars. Et donc, aujourd'hui, Novaxia Air a suscité un engouement assez important puisqu'il a collecté près de 600 millions d'euros en 2 ans. Donc, c'est tous les investisseurs qui se sont joints à nous et qui ont investi dans le support pour nous permettre d'aller acheter des actifs immobiliers et les recycler en suivant. Et Sur aujourd'hui, l'ensemble de c'est vos fonds, sur l'ensemble 600 millions sur ce fonds-là ou sur l'ensemble de vos fonds? sur ce fonds-là uniquement, qui a collecté D'accord, depuis le lancement, il y a 2 ans, 600 millions d'euros. d'accord. Donc il y a encore plus sur Novaxia One et sur votre SCPI. Voilà. Bon, après, c'est pas la même stratégie, mais je vais y venir je vais faire le parallèle du coup face à Novaxia One. Sur Novaxia Air, en fait, on va être sur un fonds qui va être à destination véritablement du grand public par l'intermédiaire de l'assurance vie. Donc, qui est plus accessible qu'un fonds comme Novaxia One, puisque
voilà, on va trouver bien évidemment proportionnellement beaucoup plus de personnes qui ont un contrat d'assurance vie que de personnes qui ont un PEA. Donc, c'est pour ça que Novaxia Air collecte beaucoup plus, même si les deux fonds présentent une stratégie similaire de recyclage urbain. Donc là, sur Novaxia Air, on est aujourd'hui sur 37 projets qui sont embarqués, donc 15 actifs immobiliers qui sont sous promesse. Et vous le voyez en fait ici, vous voyez tout le développement des projets juste en bas avec les petites photos. On se diversifie, que ce soit, et vous le voyez aussi dans le petit graphique sur les allocations géographiques, on se diversifie, que ce soit en France ou à l'étranger et ou à l'étranger. Puisque aujourd'hui, c'est sur les 37 actifs, on a 76% qui sont en Île-de-France, 11% qui sont en région et 12% en Europe. Donc la stratégie de recyclage urbain, elle est nécessaire en France, mais elle est nécessaire aussi dans d'autres pays, des pays européens notamment, tels que le Luxembourg et le Portugal que l'on a ouvert en 2022. Et sur la stratégie de création de valeur, hop, merci. En fait, on va aller créer de la performance par deux leviers. Le premier, ça va être ce qui va consister en fait en l'acquisition d'actifs immobiliers qui sont vides pour être transformés immédiatement. Donc ça va être des actifs immobiliers qui sont de bureaux qui sont vides ou alors le locataire est en train de partir, a décidé de partir dans un an. Dans ces cas-là, nous, on l'achète et ça nous permet d'aller soit le transformer immédiatement s'il est vide, soit le transformer au terme du départ au départ du locataire quand celui-ci va partir. Donc généralement, c'est des actifs qui sont vacants ou des actifs qui sont loués sur une durée inférieure à 3 ans. Ce qui va nous permettre d'aller chercher de la plus-value potentielle, donc de la création de valeur en fonction de l'avancée du développement des projets. C'est-à-dire, on va acheter, on va acheter à un prix intéressant, ensuite on va aller déposer le permis de construire, obtenir le permis de construire, purger le permis de construire de tout recours, et ensuite commencer les travaux. Et toutes ces étapes, en fait, vont nous permettre de créer de la valeur puisque c'est des étapes de moins à faire, si vous voulez, si on revendait l'actif à la purge du permis de construire, bah, ça évite à la personne qui l'a racheté de purger, de devoir purger le permis de construire. Donc, c'est un risque qui est levé pour l'acquéreur potentiel et c'est ce qui nous permet en fait d'acter de cette valorisation. Et on va trouver, donc ça c'est la partie recyclage court terme, et on va retrouver une partie recyclage plus ou moins long terme qui va consister en l'acquisition d'actifs, cette fois-ci, qui sont loués sur une durée assez longue, donc des actifs de bureau, qui présentent un potentiel de recyclage. Donc en fait, on va étudier la zone d'investissement, on va étudier la proximité au transport en commun, etc. Pour que si le locataire demain décide de s'en aller, on ait un plan B et qu'on ait juste à amorcer le plan de recyclage comme on le fait sur tous les autres actifs qui sont achetés vides pour être recyclés immédiatement. Et donc, si là, je fais le parallèle avec Novaxia One, là où sur Novaxia Air, on a un mix de ces deux stratégies, en fait, Novaxia One, on achète uniquement des actifs immobiliers qui sont vides pour être transformés immédiatement. Et concrètement, ça veut dire que sur Novaxia Air, on va avoir une partie de loyer qui nous permet de limiter le risque, puisqu'on a un loyer qui tombe chaque mois sur les actifs de bureaux qui sont loués, ce que nous n'avons pas sur Novaxia One, et ce qui fait de Novaxia One un fonds qui est plus risqué et donc avec un niveau de risque, comme je vous l'ai présenté en introduction, un niveau de risque de 6 sur 7 au sens de l'AMF, mais voilà, c'est un fonds qui vient diversifier vraiment le PEA. Je ne sais pas si tu veux Non, dire un non, mot là-dessus. non, c'était aussi juste que c'est que sur le Novaxia Air, la liquidité est aussi assurée par l'assureur si jamais le client a besoin d'en sortir, ce qui fait que le niveau de risque est aussi plus faible versus sur Novaxia One, où là, il y a une blocage départ qui est de 5 ans, je crois.
qui fait que ça devient un actif un peu plus risqué du fait du blocage des parts aussi par rapport à l'échelle de 1 à 7 de l'AMF. Alors, avec Novaxia One, effectivement, on a la possibilité de sortir avant ces 5 ans, mais en fait, ça entraîne des frais de pénalité. Donc, oui, concrètement, on peut considérer qu'on est bloqué, sauf si besoin vraiment de ça, auquel cas il y a des frais de pénalité en cas de sortie avant 5 ans. Et donc, la création, cette création de valeur, si je me concentre là sur Novaxia Air, nous permet d'aller chercher de la performance sur 2022 et 2021, sur les 2 années d'existence du fonds, même si les performances passées ne présagent pas des performances futures. On a été chercher du 5,04 sur 2022 et du 5,08 sur 2021. Donc, en ligne avec notre objectif de performance étant de 5% par an, par année de détention. Attention, ceci étant dit, on est sur du 5% net de frais de gestion du support, mais brut de frais de gestion du contrat d'assurance vie de Bourse Directe, de tous les Il faut, contrats d'assurance vie. il faut rajouter 0,75 pour le contrat d'assurance, pour les deux contrats d'assurance vie Bourse Direct. Voilà, donc ça c'était important de le mentionner. Et donc si je rentre dans le détail vraiment d'une opération, à Clichy, je vous ai parlé de Clichy tout à l'heure, même si, donc 4,25 net, exactement. Je vous ai parlé tout à l'heure de Clichy et je voulais vous faire visiter, bon, même si voilà, j'espère qu'un jour on pourra le faire dans le métaverse où je pourrai vous faire visiter à distance, etc. C'est pas encore le cas. Mais à Clichy, sur un gros projet qu'on est en train de mener à Clichy. Donc Clichy, c'est Porte de Paris. Pareil, il y a qui est desservi par la ligne 13 du métro et la ligne 14 nouvellement du métro. On est vraiment aux portes de Paris, aux portes du 17e arrondissement notamment. Et sur ce projet-là, si tu peux passer, hop, on avait acheté deux parcelles qu'on a remembrées. Vous voyez, c'est l'exemple typique des constructions des années 60-70, un peu vieillotte. Je pense à ça, je pense à la tour Montparnasse aussi, avec les fenêtres un peu soit miroir, fumée, voilà, mais les constructions typiques des années 60-70. Et donc, on a acheté deux parcelles qu'on a remembrées pour en faire un gros projet de logement. Et si tu veux passer juste après sur le schéma. Et donc, sur cette parcelle, on a acheté, c'est une parcelle de 6700 mètres carrés existant qu'on a acheté pour un coût de 26 millions d'euros. Et sur ce projet-là, en fait, on a déposé un permis de construire en mairie de 25 000 mètres carrés. Alors, quand je parle de recyclage urbain, je parle de recyclage surtout de, Laurent, je vais y répondre juste après. Quand on parle de recyclage urbain, on parle de recyclage surtout de la surface artificialisée. Parce que malheureusement, les constructions telles qu'elles étaient faites en fait dans les années 60-70 ne prévoyaient pas la possibilité de transformer. On ne pensait pas à demain. En fait, il n'y avait pas, on ne pensait pas à un plan B, à la possibilité de recycler les actifs, etc., les actifs de bureau. Et qui plus est, on était sur des actifs qui sont des fois pleins d'amiante, pleins de peinture au plomb, etc. Donc, c'est pas forcément possible de garder la structure existante. Donc là, sur ce projet de Clichy-Boréal, c'est pour ça qu'on a acheté une surface de 6700 mètres carrés et qu'on a déposé un permis de construire en mairie pour 25 000 euros pour 25 000 mètres carrés de logement, et ce qui représente à peu près 300 logements. Donc, on a acheté pour 26 millions d'euros, on a déposé un permis de construire, obtenu ce permis de construire, purgé ce permis de construire, ce qui nous a permis déjà d'acter une plus-value de 31 millions d'euros. Et ensuite, on a fait 52 millions d'euros de travaux pour le revendre ensuite l'actif est encore en cours de travaux, donc il est
Il a été vendu à 80% à date à un acteur institutionnel, à un fonds d'investissement anglo-saxon qui s'appelle M&G, qui a racheté l'actif de Clichy, que vous avez vu en photo juste avant, en bloc au prix de la découpe, donc au prix du logement seul, et ce qui nous a permis de créer de la plus-value ça, c'est un actif qui est porté sur Novaxia One, donc qui a permis de créer de la valeur sur Novaxia One. Une question, quand on voit effectivement cet exemple-là, votre produit, il existe, Novaxia Air existe depuis 2 ans, et donc Oui, vous, la revente, ce sera en septembre 2023, et il y a on est à 6 à 8 000 euros, on ne sait pas exactement à quel prix vous allez vendre en septembre 2023. Donc bon là on parle des performances passées, donc 5,8 et 5,4 en 2021 et 2022, mais il y a potentiellement de la réserve de plus-value en fonction du prix de vente. tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, alors, sur cet actif-là, en l'occurrence sur Clichy Boréal, c'est le nom du projet, la revente a démarré dès le début des travaux, en fait, en vente en état futur d'achèvement. Donc là, il reste, sur cet actif-là, il reste les plus grosses superficies, les appartements qui ont la plus grosse superficie, tout simplement parce qu'en fait, les personnes qui achètent ces superficies-là, c'est des personnes qui ont besoin de visiter et qui ne veulent pas acheter sur plan. Donc, il reste quelques lots à commercialiser. Mais effectivement, on conserve une partie, c'est pas la totalité dans une logique de gestion prudente, c'est pas la totalité quand on fait des grosses marges qui est reversée dans le fond, mais voilà, dans une logique de gestion de bon père de famille, comme on dit, on se dit, on mesure la performance en fonction de ce qui, pour faire face notamment aux années où ça ira pas bien, tout simplement. Et sur Novaxia One, par exemple, on avait la possibilité sur 2021 et 2022, l'objectif de performance du fonds est de 6% sur Novaxia One. On avait la possibilité d'aller chercher plus, notamment par l'avancée de la commercialisation de cet actif-là à Clichy Boréal. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est d'être prudent, c'est de mettre en réserve le plus qui a été fait et d'aller distribuer l'objectif de performance initiale plutôt que de redistribuer une année du 15%, une année du 4%, etc. Mais plutôt, d'être plutôt prudent sur la gestion qu'on pourrait avoir des fonds. Et donc sur Novaxia Air, si je fais le récapitulatif, là, c'était les chiffres à fin 2022, on était à 5,04 de performance, donc ça, net de frais de gestion du support et brut du contrat. 589 millions d'euros de collectés à fin 2022, donc là, je vous le disais, on a passé les 600 millions d'euros. Et la totalité a été investie sur une trentaine d'actifs immobiliers. Je crois qu'il y avait une question sur la slide précédente. Je suis en direct. Mais Je, voilà, alors, je vais envoyer la présentation à tous les participants. Donc, attendez 2, 3 jours et vous allez le recevoir sur votre mail. super. Et donc en termes de chiffres, voilà ce que ça donne, hein. On est pour cette année, notre objectif c'est d'aller chercher entre toujours pareil, hein, ça je vais vous parler prudemment et pas voilà, j'ai aucun intérêt à vous vendre du rêve entre guillemets, mais vous dire sur notre objectif de performance sur l'année 2022 en étant totalement prudent euh, compte tenu du contexte de marché actuel, notre objectif, c'est d'aller chercher entre 4,5 et 5% ou plus. Mais voilà, minimum du 4,5%. Même si je ne sais pas ce que ça va donner, hein. On est,
on ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà, donc ça c'est la structure de la SC, de l'unité de compte, pardon. On est sur une société civile qui présente, on parlait de greenwashing tout à l'heure, qui a la particularité d'avoir une double labellisation ISR et Finansol. Et ça me permet de faire le lien avec la slide suivante. Nicolas, s'il te plaît. Pourquoi on ne fait pas de greenwashing? Tout simplement, et pourquoi on a le label ISR, pourquoi on a le label Finansol? Pour ceux qui ne le connaissent pas, le label ISR, c'est le label qui atteste du caractère responsable et responsabilité environnementale, notamment du fonds. Et le label Finansol, c'est un label qui atteste de l'engagement solidaire du fonds. Alors, pourquoi on est ISR, pourquoi on est Finansol? Alors, tout simplement, on est ISR par la vocation même du fonds, c'est-à-dire le recyclage urbain, aller créer du logement en utilisant des surfaces existantes plutôt que en construisant sur des pleines terres et en régénérant de la pleine terre quand cela est possible. Aujourd'hui, sur l'ensemble des actifs et des projets qui sont en cours de réalisation sur Novaxia Air, c'est plus de 52 000 mètres, enfin, c'est près de 53 000 carrés de pleine terre qui vont être régénérés en milieu urbain. Et ça, c'est une notion qui est assez importante puisque dans les rapports du GIEC notamment, on pointe du doigt la nécessité de faire respirer les villes aujourd'hui. La nécessité de faire respirer les villes, ça passe par la régénération de pleine terre en milieu urbain et notamment de surfaces vertes. Donc ça passe par ça. Et donc la deuxième chose, et je vous le disais, hein, malheureusement, c'est pas tout le temps possible de conserver le bâti existant. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on conserve le bâti existant, donc ça représente à peu près 14% des projets qui sont menés, 14% des projets que l'on mène sont des projets de réhabilitation pure. Donc on garde les murs, on reconstruit juste l'intérieur, mais sur si je puis dire, sur le reste, c'est pas forcément possible, mais sur ces projets-là, en tout cas, on s'efforce sur les projets qui ne sont pas de la réhabilitation, on vient déconstruire les actifs. Excusez-moi, j'ai mon chien qui est en train de mordre. C'est les coulisses, c'est l'envers du décor. Quand on ne peut pas réutiliser le bâti existant, on s'efforce de déconstruire vertueusement les actifs en récupérant 70% des matières premières pour les réutiliser sur d'autres chantiers. Vous voyez, même quand ce n'est pas de la réhabilitation pure, euh, il y a une action qui est faite derrière ça. Et sur la partie sociale, sur le volet social, ça passe par ces trois choses. La première chose, c'est la création de logements. Et ça, pareil, hein, au même titre que le recyclage urbain, c'est la vocation du fonds, c'est de créer du logement. Et en fait, c'est marrant parce que moi, j'étais au lancement de Novaxiaire il y a 2 ans. Et on se disait, quand on avait lancé le fonds, que notre objectif, c'était de créer 4000 logements. Et juste au bout de 2 ans d'existence du fonds, aujourd'hui, grâce à la trentaine de projets qui sont embarqués, c'est plus de 8000 logements qui vont être créés, dans 667 logements sociaux. Et sur la création de ces logements-là, il y a aussi une partie insertion professionnelle, puisque sur l'ensemble des chantiers qu'on va mener, Novaxia n'est pas promoteur, donc quand on réalise des chantiers, on les réalise en partenariat avec des promoteurs qui vont travailler pour nous. Ces promoteurs-là s'engagent à embaucher des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour pouvoir leur permettre de se réinsérer. Et ça passe aussi par l'occupation temporaire que je vous évoquais tout à l'heure. Donc, c'est la mise à disposition gratuite de certains actifs. Et notamment je vous ai cité l'exemple du collectif d'artistes à Aubervilliers tout à l'heure. On a un autre exemple avec l'armée du salut qui avait été hébergé dans notre premier actif de Novaxière, en, région parisienne.
Pas Voilà mal. pour l'aspect, la partie solidaire. En termes de perspective, maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'ici. Hop, je regarde hein, s'il y a des questions. Non, non, il n'y a pas plus de questions que ça. Alors, les perspectives sur le marché immobilier aujourd'hui. Alors, les perspectives, bon, le marché, on le connaît à peu près tous, je pense. On est sur un marché qui est tendu, qui était tendu en 2022, qui restera tendu en 2000. Ah, on a perdu Kenza. Je crois que le chien a dû manger les fils. Aïe. Euh, vous m'entendez toujours? Ou c'est moi qui suis parti? Ça a été coupé. Ah non, si vous m'entendez. Euh, je ne sais pas si elle va revenir. Euh, euh, Eva Kenza. Ah, super, je vais te chercher. Euh, alors, on la récupère. On t'entend pas? Il faut que tu... C'est bon? Voilà, c'est bon. Je suis confuse, j'ai perdu la connexion Wi-Fi, donc c'est les joies du C'est pas... télétravail, hein, il fallait bien que ça arrive pour contredire mon discours. Donc je disais, on est sur un contexte de marché qui a été tendu en 2022, qui restera tendu sur 2023, avec notamment la poursuite de la hausse des taux, l'inflation, pareil, qui continue. Qui dit inflation dit poursuite de la hausse des taux, bien qu'on estime, enfin pas moi, hein, mais on estime que l'inflation atteindra son pic au premier semestre 2023, donc on espère que ça va se calmer. Sur la hausse des taux, nous, sur les projets qu'on fait financer, on n'est pas si impacté que ça, on est impacté, mais dans une moindre mesure, parce qu'en fait, la hausse des taux, elle se fait, la plus forte hausse des taux, elle se fait particulièrement sur les taux longs. Donc, les taux de financement qui se font sur des durées long terme et sur les projets que nous, on embarque sur nos fonds, on est sur des durées de financement qui sont assez courtes. Donc, généralement, on n'a pas vocation à garder un actif, on n'a pas vocation à garder un actif plus de 5 ans dans le fonds. En fait, on l'achète, on dépose les permis de construire, on réalise les travaux et on revend au début des travaux. Donc, on est impacté, mais dans une moindre mesure que des SCPI, par exemple, qui ont des besoins de financement sur des durées de long terme. Ensuite, sur les prix des matériaux, je vous le disais, on est sur des prix, la pénurie, pardon, la pénurie et la hausse des prix des matériaux. Bon, c'est l'inflation qu'on peut avoir sur ça, je vous le disais tout à l'heure, on l'impact sur le prix de revente, qui dit hausse des matériaux, inflation, bah, dit inflation malheureusement sur tous les segments de marché. Donc pour nous, comme pour nous pour nous sur les matériaux, sur les travaux, etc., mais pour les acheteurs de ces logements à la revente également. À côté de ça, c'est vecteur pour nous d'opportunité, puisque aujourd'hui, il y a quand même, on a beau avoir des prix qui montent, des prix de l'immobilier qui montent, on a beau avoir tout ça, on est quand même sur un contexte de marché qui fait qu'on a, je vous le disais tout à l'heure, et je le rappelle, mais
on a une pénurie de logements qui s'accélère. Donc, même si les coûts, les prix augmentent, les prix du logement augmentent, on aura toujours besoin de se loger demain, donc peu importe les prix. La, possible, la pénurie de logements voilà, qui s'accélère de semaine en semaine. Donc pour nous, le contexte de marché actuel, c'est-à-dire la réglementation aussi, ça va de l'inflation, de la hausse des taux, mais il y a aussi la réglementation qui a évolué, pardon. C'est synonyme d'opportunité, puisque qui dit réglementation qui a évolué dit opportunité de décote à l'acquisition, notamment sur l'immobilier obsolète. Donc on va pouvoir acheter des actifs immobiliers qui sont obsolètes à des prix encore plus intéressants que ça pouvait être le cas, notamment avant les dernières lois qui ont été votées, notamment la loi climat et résilience. Donc pour nous, c'est créateur d'opportunités. Et aussi du fait que le recyclage urbain n'est aujourd'hui plus une option, mais une obligation, une norme, avec toutes les mises en application de la loi climat et résilience. Même si, voilà, on continue, pour nous, c'est 2023, c'est une année où on va être prudent, c'est une année où on essaye d'anticiper ce qui peut se passer, mais qui va être tout de même synonyme d'opportunité à l'acquisition. Vous avez combien le crédit représente combien dans votre système? Vous On est utilisez sur tout? on est sur un fonds qui a la possibilité de s'endetter maximum à 40% de son actif global, mais aujourd'hui, on est aux alentours de 33 à 34%. À savoir on a sur Novaxia One et on est en train de le développer sur Novaxia R. On a une ligne de prêt à impact qui fait qu'en fait, plus on agit positivement, plus l'action du fonds est positive pour l'environnement, plus on a un taux qui est un taux d'emprunt qui est bonifié. Donc c'est le groupe BPCE qui nous a octroyé ce prêt-là. Et c'est ce qu'on est en train d'aller chercher pour Novaxia Air aussi, puisque Novaxia Air aussi a une action qui est similaire à celle de Novaxia One, une action ISR. Donc voilà. À taux fixe ou à taux variable, ce genre de dette? Le prêt impact, tu veux dire? Oui, oui. Bah, c'est du taux qui est du taux variable, mais en fait, généralement, généralement ça représente pardon, 15%, 15% de gain contrairement à un prêt classique. Face à un prêt classique. Pardon, je perds mes mots en cette fin de journée. Pas de souci, c'est difficile. Il est 20 heures. La baisse de transactions, ça a eu une importance pour vous, pas plus que ça? Baisse de transactions, non, parce que nous, la plupart de nos opérations se font. En fait, la plupart de nos projets sont apportés par nos partenaires promoteurs. En fait, les promoteurs, quand ils développent un projet immobilier, généralement, c'est eux hein, qui créent du logement, qui développent les projets, etc. Mais quand ils développent un projet immobilier seul de leur côté, ils mobilisent le montant du projet, le montant nécessaire pour le projet sur toute la durée du projet. Ce qu'ils n'ont pas à faire en passant par nous, puisque en fait, nous, ils interviennent, et j'allais revenir sur le schéma, mais si nous, ils interviennent vraiment qu'à la phase de travaux. Avant cette phase-là, c'est nous qui intervenons, c'est nous qui investissons grâce à l'épargne des investisseurs. Et donc, ça évite aux promoteurs de mobiliser de l'argent sur une durée trop longue. Donc, en passant par nous, ça lui fait gagner 3 ans, ça peut être 2, 3 ans maximum de mobilisation de son argent. Donc, sachant ce, les promoteurs aujourd'hui nous apportent les opérations à nous plutôt que de les mener en direct seuls. Donc, pour nous, c'est au contraire, c'est les premiers concernés les premiers concernés, c'est les premiers qui se positionnent sur le marché de l'acquisition, pardon. Et donc, pour nous, c'est une source d'opération incroyable. Pardon, je perds vraiment mes mots. Je ne sais pas Alors, si j'ai répondu à ta question, Nicolas. très bien. R comme récap.
Alors, comme récap, si je récapitule, voilà, c'est en termes de frais du fonds notamment, c'est 1%. Par quel contrat vous êtes déjà Generali? Nous, c'est Generali et Apicil. Alors, donc, en fonction de l'assureur, on est sur des frais de souscription du fonds qui sont de 1 à 2% à la souscription et des frais de gestion qui sont de 1,60 à l'année. C'est tout ce que les investisseurs, c'est tout ce que vous aurez à supporter. La performance étant entendue, c'est les 5%, l'objectif de performance étant entendu net de ces frais de gestion annuels. Et voilà pour la présentation du fonds. Alors, on est Les obligé de vous les différents mettre. risques. C'est les- tous les risques possibles Voilà. qui existent. Et je vous le disais, notre métier, c'est d'anticiper pour parer à tous ces risques-là. Merci à vous Risque, pour votre écoute. risque de perte de biodiversité, je ne la connaissais pas celle-là. Oui, je disais qu'il y avait toute une partie sur la biodiversité et tout ça. Donc, bon, je suis pas rentrée encore dans le détail, hein. Alors, les risques d'opération d'occupation temporaire, oui, on voit bien effectivement si les collectifs ne vous rendent pas les lieux, mais aussi ces collectifs-là vous sécurisent les lieux d'un certain côté aussi pendant la période de Exactement. travaux. Euh, Exactement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Kenza est là pour vous répondre. Moi, je vais vous transférer cette présentation. Enfin, je l'ai envoyée par mail, cette présentation-là. Je suis à votre disposition chez Bourse Direct pour vous accompagner sur Novaxia R, dont on vient de parler, Novaxia One pour les PEA, PE, PME, les comptes titres, ou sur la SCPI Novaxia de chez Neo, euh, Exactement. de, de Novaxia, dont un bel acteur dans l'immobilier. Donc, et on est disponible chez Bourse Direct pour vous répondre à toutes vos questions. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour vos commentaires. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire parvenir en retour du mail que je vais vous envoyer. C'est toujours intéressant d'avoir vos remarques derrière. Donc, n'hésitez pas, je prends toutes les remarques positivement. Merci beaucoup, Merci. Kenza. Je vous souhaite aussi un bon appétit. Euh, Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au Au revoir à revoir. tous. Au revoir.